Bonjour à tous, alors dans cette capsule on va faire un grand B, la naissance d'une république fédérale. Donc il faut savoir que pendant la guerre d'indépendance, les insurgents ont formé ce qu'on appelle une confédération. Ils étaient 13 États, donc 13 colonies d'Amérique, ils se sont associés pour repousser les Anglais, pour obtenir leur indépendance vis-à-vis des Britanniques. Donc ils ont fait cette confédération. Après la guerre d'indépendance, donc chaque État est redevenu une colonie et ils ont quand même décidé en 1787 de se réunir, de se réunir à Philadelphie pour discuter et pour mettre en place ce qu'on appelle une constitution. Le but étant de former un nouveau système et ce système, ce serait un système fédéral. Alors, vous avez dans un système fédéral deux idées, l'État fédéral et un État fédéré, c'est deux choses complètement différentes. Chaque État fédéré va avoir ses propres lois au niveau local, mais au niveau national, ils appartiendront à un État fédéral et cet État fédéral aura des prérogatives sur des domaines très importants. Donc il y aurait un président qui dirigerait l'État fédéral et après chaque État fédéré aurait ses propres lois à l'intérieur au niveau local. Donc, ils se réunissent à Philadelphie, ils vont chercher George Washington. Alors, vous vous rappelez, George Washington, c'est celui qui a dirigé l'armée pendant la guerre d'indépendance. George Washington est retourné sur ses terres en Virginie. Et donc, du coup, on va le chercher et on lui demande de présider cette convention. George Washington, donc ils arrivent à un compromis, et ce compromis donne naissance à une constitution, et cette constitution donne naissance donc à cette république fédérale. Il va falloir choisir un premier président. Et donc le premier président, ce sera George Washington. D'abord, que dit la Constitution des États-Unis d'Amérique? Eh bien, la Constitution des États-Unis d'Amérique, elle est fondée sur la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire sur une idée des Lumières, notamment de Montesquieu, qui disait que pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire ne peuvent pas être entre les mains d'une même personne, sinon, eh bien, on a une tyrannie. Donc, pour que tout ça soit bien séparé, eh bien, voici la Constitution américaine. Oh, pardon. Vous avez les électeurs qui sont des propriétaires les plus riches parmi les hommes blancs. Ça veut dire qu'on n'a pas non plus un suffrage universel. On est sur un suffrage censitaire. Ces électeurs vont élire la Chambre des représentants, ils vont élire les représentants des assemblées des 13 colonies et ils vont aussi élire les grands électeurs. Le pouvoir exécutif sera aux mains d'un président qui va diriger l'armée et l'administration de tous les États fédérés. D'accord, ce président, il aura pour l'aider ce qu'on appelle des secrétaires, que vous connaissez plutôt sous le nom de ministres. Ils seront élus pour 4 ans au suffrage universel indirect, puisque ce ne sont pas les électeurs qui votent directement pour le président, mais bien les grands électeurs qui élisent le président. Ensuite, vous avez le pouvoir législatif qui est détenu par 2 assemblées réunies en ce qu'on appelle un congrès, donc le Sénat et la Chambre des représentants. Le Sénat va être élu au suffrage indirect par les assemblées des 13 colonies qui vont élire le Sénat pour 6 ans, alors que la Chambre des représentants va être élue directement par le peuple pour 2 ans. C'est dans ce congrès que vous avez l'initiative et le vote des lois fédérales, c'est-à-dire les lois qui sont pour l'État fédéral et non pas pour chaque État fédéré. Donc on va dire dans certains domaines particuliers dont je reparlerai tout à l'heure. La Cour suprême, elle, c'est plutôt le côté judiciaire qui est totalement indépendant. Vous avez le président qui va nommer 7 juges à vie, et puis après il y aura d'autres juges bien entendu qui n'auront rien à voir avec le président, mais ces 7 juges, ils ont simplement pour but de veiller au respect de la Constitution. On parle d'un régime présidentiel, c'est-à-dire une organisation de l'État qui va être fondée sur une stricte séparation des pouvoirs où le président ne peut dissoudre l'Assemblée et où l'Assemblée, elle, ne peut renverser le gouvernement. On a donc un gouvernement où les pouvoirs sont vraiment totalement indépendants et totalement contrebalancés, c'est-à-dire qu'ils peuvent, vraiment indépendants parce qu'ils n'ont pas de lien l'un envers l'autre. Le Congrès n'a pas le moyen de renverser les ministres comme c'est le cas chez nous, et chez nous, les ministres ne sont pas responsables devant l'Assemblée. Le président n'a pas de pouvoir de dissolution non plus. Donc, ils sont totalement indépendants.
Donc le premier président, je vous disais tout à l'heure, c'est George Washington. George Washington, donc on est allé le chercher, on lui a demandé de venir. Ensuite, on l'a élu à l'unanimité. Au moment de la réunion là, à Philadelphie, pour la convention à Philadelphie, ils sont quand même 69, et les 69 à l'unanimité votent pour que ce soit George Washington le président, le premier président. Donc George Washington, il va faire 2 mandats. Pendant ces 2 mandats, eh bien, il va plutôt être, sa première mission, ça va être de s'occuper du pays. Donc, au début, il va vraiment s'occuper de l'intérieur du pays, redresser l'administration, redresser le côté financier, puisque le pays a été mis à feu et à sang par la guerre d'indépendance. Donc, ils vont créer une banque centrale américaine. Ils vont vraiment s'attaquer il va vraiment s'attaquer avec ses secrétaires à s'occuper de l'intérieur du pays, de relever le pays. C'est quelqu'un qui respecte profondément le Parlement, donc il va très peu apposer son veto, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Il pourrait dire non, je ne veux pas de cette loi, je m'y oppose. Non, il ne va pas le faire parce qu'il respecte l'idée qu'un Parlement est très important pour un pays et que ce Parlement doit être indépendant. C'est aussi le président qui va notamment durant son 2e mandat, décider de se rapprocher de l'Angleterre. Il pense qu'il faut pacifier les relations avec l'Angleterre, notamment pour le commerce. Et il va aussi décider donc de régler les problèmes qui n'ont pas été réglés suite à la guerre d'indépendance dans le traité de Paris. Donc, pendant ce traité de Londres, eh bien, il va demander, par exemple, des compensations financières pour tout ce qui a été confisqué pendant la guerre d'indépendance, notamment les navires marchands, les esclaves qui ont été pris par les Britanniques. Il va demander à ce que le commerce avec les Antilles soit réouvert aux Américains. Il y avait des forts qui appartenaient toujours aux Britanniques. Est-ce que les Britanniques partent pour vraiment pacifier le pays totalement. Et il va obtenir une partie quand même de ces demandes auprès des Britanniques et il va se rapprocher des Britanniques, donc créer un climat beaucoup moins tendu. C'est aussi un président qui va développer et défendre ce qu'on appelle le principe d'isolationnisme. C'est vraiment lui qui va le développer. Ne pas s'intéresser aux affaires étrangères, mais vraiment se préoccuper de ce qui se passe dans son pays, de s'occuper de son pays, de s'occuper de son peuple à lui. Voilà pour George Washington. On continue. Cette république, elle montre quand même des imperfections, même si elle a des répercussions. Première chose, cette république, elle est donc inspirée des Lumières et elle reste cependant imparfaite. Première imperfection, le suffrage censitaire, qui est quand même réservé aux propriétaires blancs. On peut donc dire que les pauvres et les femmes sont exclus du droit de vote. Donc, première imperfection. Deuxième imperfection, qui va arriver très rapidement, eh bien, les Américains commencent à s'installer à l'ouest. Il n'y a plus les Anglais pour limiter cette installation à l'ouest, puisque les Anglais avaient protégé, on va dire, les Indiens de l'accaparement des terres par les colons. Les Américains, eux, qui sont donc d'anciens colons, pour une partie qui ont des origines britanniques ou écossaises et irlandaises, eh bien, vont commencer à aller s'installer à l'ouest et à repousser les Indiens. Ça va entraîner des guerres. Le gouvernement va entamer dès 1830 une politique de déplacement massif des Indiens vers l'ouest du Mississippi pour pouvoir justement s'emparer de ces terres. Vous avez aussi en 1776 les États du Nord qui vont abolir l'esclavage, mais pas les États du Sud. Ce qui fait que le nombre d'esclaves ne cesse d'augmenter dans les États du Sud, où ils travaillent dans des plantations de coton, qui sont en plein développement et qui vont se poursuivre. Donc les esclaves sont très nombreux aux États-Unis et il n'y a aucun respect des droits de l'homme dans cette partie. Donc vraiment un côté positif et un côté négatif. Enfin, eh bien, on va vous montrer que la guerre d'Amérique et les dépenses de l'État français en millions de livres tournoient. Donc la cause américaine a été très très bien accueillie en France du fait de la rivalité avec l'Angleterre dont je vous ai parlé la dernière fois. Louis XVI est très content d'aider les Américains contre les Anglais pour prendre sa revanche. Le problème, c'est qu'en France, alors ça a été très bien accueilli d'aller aider les Américains, mais ça va aussi développer des idées de liberté, parce qu'on a accordé des libertés, notamment on a accordé des libertés avec la Constitution américaine.
Il n'y a pas de roi, il n'y a pas de... voilà, il y a l'idée qu'il y a des droits de vote qui ont été mis en place. Et donc ces idées elles vont commencer à germer, notamment dans les milieux bourgeois français. L'intervention française en Amérique, elle a provoqué aussi un endettement très très fort de l'État français. Et après le traité de Paris, les crises des finances se succèdent auprès de Louis XVI qui tente de trouver des solutions au déficit grandissant de l'État français. Ce qui fait qu'en aidant les Américains, eh bien, les Français, eux, vont avoir des répercussions au sein de leur pays, que ce soit dans les idées, mais aussi dans la gestion, enfin dans la crise, puisque les Américains auront une dette envers les Français qu'ils ne paieront jamais. George Washington refusera de payer cette dette. Et donc, du coup, l'État français se retrouve dans une situation quand même critique. Ce qui fait que la guerre d'indépendance américaine, la naissance des États-Unis va avoir des répercussions très très importantes en France.